Bonjour, bienvenue dans cette émission. Nous étions en 2014, la Silver Economy avait démarré en 2013 et à cette époque, ou pendant cette année, il y avait beaucoup d'innovations sur les technologies de maintien à domicile, sur ce qu'on appelle encore la gérontechnologie ou les gérontechnologies. Et j'avais écrit en 2014, et vous pouvez le retrouver sur internet si vous le souhaitez, une chronique expliquant que les gérontechnologies ne démarreront pas avant 2022. Et à l'époque, beaucoup m'avaient engueulé en me disant que je racontais n'importe quoi, etc., etc. Il faut dire que, pour la vraie histoire, j'avais calculé avec un de mes consultants, nous avions calculé que les technologies ne démarreraient pas, les gérontechnologies, les technologies de maintien à domicile, tout ce qui est un petit peu innovant, ne démarreraient pas avant 2027. Et j'avais échangé avec des amis et des acteurs sur le marché des seniors qui étaient d'accord avec le 2027. J'avais montré ma démonstration et ils étaient d'accord avec le 2027, mais ils m'ont dit Frédéric, si tu dis 2027 en 2014, ils vont te prendre pour un fou, ils vont dire que tu racontes n'importe quoi. Et donc j'avais marqué 2022. Vous pouvez retrouver cet article sur Internet. J'avais expliqué pourquoi, en partie, pourquoi 2022. Je n'avais pas expliqué tous les détails, bien sûr. Il y a des parties qui étaient stratégiques. Mais grosso modo, j'avais expliqué pourquoi 2022. Je m'étais fait, entre guillemets, engueuler à l'époque, en disant que je racontais n'importe quoi, que j'essayais de casser le sujet, le marché, etc. À mon humble niveau, casser un marché, c'est quand même un peu fort de café. Nous sommes en 2022. Et le secteur des gérontechnologies, les technologies innovantes de maintien à domicile, pour la plupart d'entre elles, ce secteur-là n'a pas encore démarré et ce sujet ne démarrera pas avant 2027. Donc dans cette vidéo, je vais donner la réponse pourquoi ça ne démarrera pas avant 2027. Beaucoup ont lancé ces technologies, beaucoup ont lancé d'autres innovations et ça ne fonctionne pas, il y a des explications et c'est ce que je vous propose en partie de parcourir dans cette vidéo. Alors, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous aider à créer des innovations, de services ou de produits vraiment directement, mais plutôt de vous donner des facteurs clés de succès pour réussir une innovation, que vous soyez dans un des cas suivants. Soit au début d'une idée, vous avez une idée ou alors une vague idée de ce que vous voulez faire. L'idée, c'est de partager des éléments clés importants sur lesquels vous pouvez vous focaliser de façon à augmenter les chances de succès et à éviter les principales erreurs qui sont connues. Vous êtes au début de votre volonté d'aller sur les seniors, de lancer quelque chose, mais vous n'avez pas d'innovation, ou alors vous êtes déjà sur un secteur d'activité et vous voulez développer une idée sur un sujet sur les seniors et vous n'avez pas encore d'avis sur quelle innovation. Vous êtes en cours de réflexion, vous avez déjà l'idée, mais vous êtes en cours de réflexion pour l'améliorer. Votre innovation est déjà avancée et vous souhaitez l'améliorer ou la faire passer à un niveau supérieur au niveau des ventes, par exemple. Vous avez une innovation qui ne parvient pas à atteindre vos objectifs. Et ça, bien sûr, c'est le cas numéro 1. Il y a des cas où on rentre embuté, il y a des obstacles qui empêchent les innovations de se développer. Et on va parcourir cela dans cette vidéo. Alors, je n'ai pas pour l'habitude de dire que je suis le meilleur, que mes analystes sont vrais. Et je vous propose quand même d'être attentif au contenu de cette vidéo, car nous voyons beaucoup de projets à destination actuellement d'innovation qui sont des échecs et qui bien souvent, les porteurs de projets n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ils ne veulent pas écouter. Ce que, quand je dis nous, on leur dit, c'est des confrères qui ont autant d'expérience, ou nous-mêmes, et je trouve ça toujours un petit peu frustrant. Tout d'abord, notre présentation, et après la présentation, on revient et on commence le sujet de cette vidéo. A tout de suite. Pour me présenter, tout d'abord, je suis sur le marché des seniors depuis une vingtaine d'années. Au début, on commençait par le marketing et ensuite de plus en plus avec l'expérience par la stratégie. Nous avons un cabinet de conseil qui s'appelle Global Aging Consulting. Certains m'ont connu sous la marque Senior Stratégique jusqu'en 1995. Global Aging Consulting a pris la suite de Senior Stratégique. Nous étions basés nous sommes nés quelque part à Grenoble. Maintenant, nous sommes basés à Grenoble toujours, pour la France, à Berlin, Londres, et au niveau international, on couvre la plupart, pas tous, mais la plupart des pays développés via des accords de fédération avec d'autres pionniers comme moi, comme Kendall Walsh aux USA, Dix Road en Grande-Bretagne, par exemple.
Nous avons également un think tank, c'est plutôt un cercle de réflexion, qui organise des soirées. Donc en France, on va les reprendre parce qu'il y a eu le Covid, mais nous les organisons à Berlin et à Londres pour le moment. C'est des soirées sur invitation entre dirigeants d'entreprise et nous échangeons sur un sujet très précis autour d'un invité d'honneur. Et donc c'est à huis clos. Il y a une quarantaine d'invités. Si vous souhaitez être invité à ce think tank, vous pouvez m'envoyer un mail, vous verrez les coordonnées à la fin de cette vidéo. Ensuite, certains nous connaissent par un site internet qui s'appelle ageconomie.ie, cette fois-ci .com, qui est un site internet B2B qui vous donne de l'information et de l'analyse, pas forcément de l'actualité, mais plutôt de l'analyse sur le marché des seniors. Et enfin, certains me connaissent également par une émission qui s'appelle Le Grand Entretien. Je vais quand même préciser un petit truc. Moi, je parle de marché des seniors. C'est-à-dire, en fait, le marché des seniors, pour moi, c'est la consommation globale en produits spécifiques ou non spécifiques pour les seniors dès plus de 55 ans, dès plus de 60 ans, ça dépend où on met la barrière. Par contre, la Silver Economy, elle, a très souvent et est très souvent positionnée plutôt sur le bien vieillir et plutôt sur le troisième âge ou quatrième âge, en tout cas les plus de 75 ans. Si vous assistez à une conférence sur la Silver Economy, si vous êtes dans les salons sur la Silver Economy, vous verrez que bien souvent, c'est des produits spécifiques conçus pour les seniors et utilisés par les seniors. Et donc, en fait, pour moi, la Silver Economy n'est qu'une partie du marché des seniors. Donc là, on va parler Silver Economy et bien sûr marché des seniors. Voici pour la présentation. Nous allons commencer la partie de cette émission dans le concret. Tout d'abord, des postulats. Ce que je vais vous dire n'est pas exhaustif. Bien sûr, on ne peut pas être exhaustif sur un sujet aussi vaste de l'innovation et aussi vaste du sujet des seniors. Ensuite, chaque cas est particulier. Certains me disent, mais ce que tu nous as dit, on a essayé, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Oui, parce que le cas est peut-être particulier ou parce que vous n'avez pas forcément appliqué ce que je vous dis exactement. La question, ce n'est pas les idées que je vais vous dire, elles sont très importantes, mais c'est aussi bien sûr leurs applications. Il y a plusieurs façons de comprendre une situation. Et donc, moi, je vous donne une vision du marché des seniors. Depuis 20 ans, on a acquis une façon de voir le marché des seniors. On a vu ce qui fonctionnait dans les innovations, on a vu ce qui ne fonctionnait pas en France et à l'étranger. Et c'est cette expérience sur laquelle on va capitaliser et on arrive bien sûr ensuite à deviner, à vous faire éviter les principales erreurs. Donc, avant de commencer, voici la manière avec laquelle j'aborde les émissions et j'aborde ces types de sujets dans les émissions. Vous avez un iceberg et vous avez le niveau de flottaison. Au-dessus, vous avez la partie émergée de l'iceberg que j'appelle la partie publique. Il s'agit d'informations qui sont publiques sur le sujet des innovations et des seniors que l'on peut trouver sur Internet ou ailleurs, dans des livres, dans des études publiques. Là, on les regroupe de façon à ce que vous ne perdiez pas votre temps à aller chercher ces informations en question. En fait, c'est simplement un gain de temps. Ensuite, en dessous du niveau de flottaison, vous avez pour moi différentes strates, différents types d'informations. Vous avez les informations qui sont importantes, essentielles, que je vais vous partager dans cette vidéo. Vous avez également les informations qui sont constitutives, donc là c'est un peu plus stratégique, un peu plus tactique. C'est des informations également qu'on va partager dans cette vidéo. Et en deçà, vous avez les informations qui sont ad hoc, c'est des informations qui, sur l'innovation et les seniors, appartiennent à certains de nos clients. Et bien évidemment, c'est confidentiel, elles ne sont pas abordées dans cette vidéo. Et ensuite, vous avez les informations qui sont stratégiques, que nous gardons bien sûr pour nous, c'est les associations d'idées, c'est les différentes façons de voir dans le détail les différentes innovations, c'est savoir qu'est-ce qui fonctionne à l'étranger de manière très précise et qui est très stratégique. Ces informations, bien sûr, nous les gardons pour nos clients dans les missions de conseil, lorsque nous accompagnons nos clients dans les missions de conseil. Et bien sûr, ensuite, il y a la partie inconnue, la partie à explorer, à découvrir sur l'innovation et les seniors. Même si sur le schéma, on a l'impression que cette partie est plus petite, en fait, la partie est bien plus importante que les autres parties. Donc, dans cette vidéo, j'aborde la partie publique, la partie importante, la partie constitutive, et ça vous permettra déjà de voir les éléments qui vous permettront d'éviter les principales erreurs pour développer ou améliorer une innovation sur la Silver Economy
et à destination des seniors. Ensuite, avant de détailler les différents éléments, je voulais également parler de deux notions. Pour moi, il y a la création et il y a les innovations. Créer, c'est, d'après le dictionnaire, c'est créer et concevoir quelque chose qui n'existait pas auparavant, c'est être à l'origine de quelque chose, d'un service ou d'un produit. Dans la Silver Economy, il y a des créations. Ceux qui ont créé, par exemple, les douches, par exemple, enfin, les baignoires avec les portes qui s'ouvrent, par exemple, les premiers qui ont conçu ce concept, en fait, sont des créateurs. Ceux qui l'ont amélioré sont des innovateurs. Et donc, bien sûr, vous avez Graham Bell qui a donné le téléphone, vous avez Thomas Edison qui a développé la première ampoule pratique pour vous donner des idées, vous avez les frères Wright qui ont été crédités pour le premier avion réussi. Donc tous ces trois personnes, toutes ces personnes plutôt, sont des créateurs. Ensuite, il y a la partie innovation. La partie innovation, c'est apporter des changements à quelque chose établi. Donc c'est l'histoire de la baignoire avec, la douche, la baignoire avec la porte qui s'ouvre, mais qui est déjà créée, et on va améliorer le produit pour créer une innovation, en particulier en introduisant de nouvelles méthodes, idées ou produits. Ainsi, comme les noms de Elon Musk, de Matt Zuckerberg, de Steve Jobs, de Larry Page, de Richard Branson, qui ont déclenché des révolutions de l'innovation telles que nous la connaissons aujourd'hui. C'est plutôt pas forcément des créateurs, mais plutôt des inventeurs et des personnes qui ont innové. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on s'aperçoit que, alors on verra dans le détail, parce que c'est une très grande généralité et des exceptions, que sur le marché des seniors, les plus fortes réussites ne sont pas forcément sont encore assez rarement des créations. Ce sont plutôt des innovations. C'est-à-dire en fait on part d'un produit qui fonctionne, d'une idée qui fonctionne, et on va l'améliorer plus ou moins fortement, donc on va innover plus ou moins fortement pour l'améliorer. Et c'est ce que j'appelle les fondamentaux. C'est les innovations dans lesquelles, donc moi par exemple j'ai investi quelques innovations, quelques sujets. Moi je regarde les fondamentaux. Car lancer déjà une innovation sur le marché des seniors, vous verrez, ça peut être difficile dans certaines situations. Et créer un produit ou créer un sujet, ça peut être encore plus difficile parce que les temps d'acceptation peuvent être assez importants. Donc, d'une manière générale, l'innovation est plus simple à développer pour les personnes âgées, essentiellement parce que il y a plusieurs raisons, mais il y a le besoin d'être rassuré, il y a la nécessité de découvrir une innovation, il y a aussi l'expérience de vie qui fait que, on va dire, notre façon de voir, elle est un petit peu figée, c'est un petit peu comme une pâte à modeler. Au bout d'un moment, c'est un peu que d'ailleurs le cerveau il fonctionne un petit peu comme ça si on ne l'entretient pas. C'est une pâte à modeler, vous voyez, quand on jouait, quand on était petit, au bout d'un moment, à la force de la malaxer, elle se rigidifie. Et donc ce côté rigide fait qu'elle est moins souple et on peut avoir plus de difficultés à se remettre en question. D'ailleurs, on voit en vieillissant certains qui deviennent un petit peu rigides dans leur comportement. Et donc, ce côté rigide va rentrer en frontal, va être un obstacle pour créer des créations, justement. Ensuite, comment j'aborde le sujet lorsque nous accompagnons une entreprise sur les seniors et notamment si on fait un zoom sur l'innovation. Je voulais également aborder un autre point qui est comment nous accompagnons des entreprises ou des acteurs sur le marché des seniors, notamment sur la partie innovation. On est stratégie, bien sûr, donc dans d'autres vidéos j'explique comment on aborde de manière stratégique une entreprise pour atteindre un objectif. Là, je vais l'appliquer sur l'innovation. Et en fait, on va allier le fait de diverger et le fait de converger. Diverger, c'est augmenter les possibles, c'est réfléchir à toutes les solutions possibles, j'allais dire entre guillemets en se lâchant, pouvoir émettre beaucoup d'idées, donc, et même sur une innovation, sur un produit, émettre beaucoup de perspectives pour ce produit, pour ensuite converger dans le sens que on va revenir un petit peu entre guillemets, même si j'aime pas le terme, même si c'est pas tout à fait exact, à la raison, on va rationaliser l'idée de façon à ce que le produit devienne un petit peu, acceptable et commercialisable pour les seniors. Et donc en fait on va passer par une phase de divergence, de diverger, converger, diverger, converger. On voit ça notamment dans des méthodologies comme le design thinking par exemple,
où on va diverger. Donc là, on peut faire des brainstorming par rapport à des produits. Ensuite, on va converger pour focaliser, pour voir si c'est intéressant. Et j'explique dans d'autres vidéos, nous, on fait cette convergence avec une méthode sur les valeurs. C'est qu'en fait, on va définir votre objectif sur le marché des seniors, votre innovation. On définit, vous pouvez retrouver d'autres vidéos, c'est très très important là ce que je viens de vous dire. Et on définit la hiérarchie des critères. Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce projet en question? Ce qui vous permet que lorsque l'on va diverger et on va dire faire des brainstorming illimités sur les possibilités, ce qu'on peut imaginer sur votre produit. On fait des brainstorming avec des seniors ou avec des experts du marché senior, en interne, en externe. Bon là, on peut décider, il y a externe, externe. Externe, c'est qu'on fait des brainstorming avec des gens extérieurs à l'entreprise, à votre service. Et interne, on fait uniquement avec des personnes en interne à votre entreprise. Mais on va converger. Et comment on va converger? C'est qu'on va comparer les différentes innovations, les différentes pistes d'innovation à votre objectif et à ce qui est important pour vous. J'en parle dans d'autres vidéos. Mais on va également le converger par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à ce qui est important pour la cible que vous ciblez, qu'on aura définie bien évidemment, donc les types de seniors que vous ciblez. Et on va également converger, la comparer, enfin, l'étudier par rapport à l'écosystème, de façon à ce qu'il y ait une cohérence entre vous, la cible senior et l'écosystème. J'en parle dans d'autres vidéos. Et ensuite, après, on peut également rediverger de façon à pouvoir améliorer ou trouver des idées d'innovation aux 2-3 pistes qu'on aura trouvées dans l'innovation pour ensuite reconverger et travailler et ensuite faire un plan d'action, le développer, tester ou la co-création avec des seniors. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, on va diverger, converger, vous avez compris, de façon à créer une innovation qui soit acceptée par les seniors, qui soit en cohérence avec vos objectifs. Actuellement, sur le marché senior, on voit beaucoup d'innovations ou on va dire des produits dans lesquels on a ajouté un élément d'innovation qui sont encore dans la partie divergente et qui ne sont pas rentrés dans la partie convergente. Certains ne veulent pas rentrer dans la partie convergente parce qu'ils vont s'apercevoir que leur innovation n'est pas si bien que ça. On s'en rend compte, certains, même dans les grandes entreprises, sur le marché senior. Certains ne convergent pas assez, n'ont pas assez d'informations de recul. Et c'est là, en fait, que l'expérience depuis 20 ans de confrères de nous-mêmes sur le marché senior, on rentre en ligne de compte. Effectivement, faire des brainstorming, j'allais dire n'importe qui peut le faire, pratiquement, même si notre expérience va faire en sorte que dans les brainstorming, on va rajouter des idées, donc vous allez aller plus loin dans d'autres directions pour créer des idées d'innovation. Par contre, la partie, quand on va converger, là je pense qu'il y a besoin de spécialistes du marché, parce que c'est à ce moment-là qu'on va vous dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui a marché dans le passé, et pour éviter les principales erreurs, et je vais vous en parcourir certaines. Donc, pour moi, il y a différentes situations dans lesquelles on peut innover. Premièrement, déjà, certains m'ont entendu dire qu'il était difficile d'être une start-up et de lancer une innovation sur le marché des seniors, ou une marque sur le marché des seniors, notamment sur la partie un peu plus âgée, on va dire les plus de 70 ans sur les seniors, ça dépend des sujets, donc je veux dire, ça c'est vraiment à la louche. Mais en tout cas, l'idée, c'est que aux USA, il y a eu en 2015, il y a eu un exemple d'une start-up qui s'est lancée, qui s'appelait Lively, qui ont lancé un produit qui s'appelait Lively, qui était une montre avec différentes fonctionnalités pour les seniors. Ils ont investi 15 millions d'euros et plus de 10 millions de dollars en fait en publicité. Et donc, ils ont essayé de faire connaître la marque. Et l'entreprise n'a pas réussi pour différentes raisons. Et notamment, une raison, c'est que même avec 15 millions d'euros et 10 millions de dollars en publicité, on n'arrive pas à asseoir une nouvelle marque, une nouvelle innovation lorsqu'on n'est pas connu des seniors, parce que les seniors les plus âgés, et notamment, c'est un aspect générationnel que j'explique dans d'autres vidéos, ont souvent besoin d'être rassurés pour commander un produit. Donc non seulement c'est un côté de, on va dire, un aspect générationnel, mais c'est aussi le fait qu'on va s'intéresser à des moments de rupture, le départ à la retraite, le départ des derniers enfants, la dépendance, l'héritage. Il y a des moments de rupture où on va avoir besoin de produits et de services, où on va avoir envie de besoin ou envie de produits et de services qui sont nouveaux. Par exemple, on va prendre un exemple très clair pour bien comprendre. Lorsqu'on devient dépendant, on peut être intéressé par installer un monte-escalier, par exemple. On ne s'est pas intéressé au monte-escalier avant d'être confronté à cette difficulté. On sait que ça existe, mais on ne s'est pas intéressé dans le détail.
Et donc, on a besoin, dans un assez court de temps, à comprendre un nouveau produit. Et c'est cette difficulté qui fait aussi que, à ce moment-là, on a besoin aussi également d'être rassuré. Et la marque va nous rassurer. C'est différent, par exemple, si vous voulez acheter une voiture autonome, par exemple, parce que vous vieillissez et vous pensez que la voiture autonome sera plus simple à conduire, vous avez déjà toujours conduit des voitures et il suffira, entre guillemets, de prendre une voiture autonome. Donc il y aura juste un apprentissage nouveau, peut-être avec une voiture autonome, mais il y aura les basiques, la base du permis de conduire, la conduite pour conduire une voiture. Donc vous voyez, donc, on n'aura pas besoin d'être rassuré. Et c'est vrai d'ailleurs que Tesla a pu dès le début, on va dire, cibler les baby boomers parce qu'en fait c'était un produit connu, un véhicule à 4 roues qui a été amélioré, et donc en véhicule électrique, et ensuite avec le côté autonome. Donc je ne dis pas que c'est pas possible de lancer une start-up, un nouveau produit sur les seniors, sauf que je vous dis que c'est très très difficile. Sauf si vous avez d'énormes moyens publicitaires pour passer à la télévision. Quand on parle avec Madame Briffuel qui dirige Stana, elle explique dans les conférences que Stana est connue parce que Stana passe très régulièrement à la télévision, en publicité, et dans les magazines presse senior, les magazines ou les médias lus par les seniors. Et c'est ce côté répétitif, j'allais dire marteler le message, qui fait que même si on n'est pas concerné encore concerné par un monte-escalier, on aura vu une publicité Stana. Donc, vous voyez, donc ça c'est une façon de faire. Par contre, si on arrête la publicité, ça risque en fait de retomber, même si la marque est connue. Par contre, si vous lancez un monte-escalier innovant avec une marque qui n'est pas connue, ça sera plus difficile parce que vous ne serez pas connu. Donc la question c'est est-ce qu'une start-up peut lancer l'innovation seule? Et je pense que c'est difficile. Donc il faudra prévoir des prescripteurs, des distributeurs, et il faut travailler très en amont, j'en parle après, avec ces prescripteurs, voire même les intégrer en partie dans votre processus de création et d'innovation. Autre situation, c'est qu'il peut y avoir des achats qui soient rapides et des achats qui soient plus réfléchis et plus lents. Si votre maman, par exemple, a chuté et vous voulez prendre une téléassistance et que c'est très urgent, vous ne vous êtes pas forcément intéressé avant à la téléassistance, ce que je vous explique un petit peu, et il va falloir acheter une téléassistance de manière très rapide. Et d'autres achats sont plus lents. Par exemple, si votre maman, on va dire, perd un petit peu en mobilité et que vous êtes baby boomer, mais que vous avez le temps de vous renseigner pour retrouver une aide ménagère, vous avez des mois où vous êtes renseigné, etc. Là, l'achat est plus réfléchi et plus lent. Ces deux types d'achats vont également avoir un impact très important sur votre innovation. En grosso modo, on pourrait dire, même s'il y a des exceptions, que plus votre produit est trop innovant, entre guillemets, très innovant, très nouveau, plus il sera difficile à commercialiser pour les achats rapides. Et on le voit dans la téléassistance, par exemple, les solutions par actimétrie, les nouvelles solutions de téléassistance, elles sont moins commandées parce que la personne vient commander une téléassistance, elle sait ce qu'elle veut déjà, et elle sait ce qu'elle veut un bouton, elle a déjà vraiment l'idée de ce que c'est qu'une téléassistance, elle vient voir le commercial dans un nature de téléassistance, et le commercial lui dit, écoutez, top, j'ai aussi une autre solution qui fonctionne, qui est l'actimétrie. À ce moment-là, il y a déjà, non seulement le cerveau est orienté vers cette solution-là, et vous lui proposez autre chose. Et la solution-là, en fait, la personne ne la connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, il y a des personnes, la grande majorité des personnes vont aller vers la solution de simplicité qui est la solution que l'on connaît. Donc, ça dépend, votre processus d'innovation, votre innovation doit prendre en compte ce phénomène. Est-ce que c'est un achat qui est rapide ou est-ce que c'est un achat qui est réfléchi? Ensuite, est-ce qu'il y a, ce que je disais, c'est est-ce qu'il y a un historique ou est-ce qu'il n'y a pas d'historique par rapport à votre innovation? Si c'est l'exemple des véhicules autonomes. Par exemple, quand j'avais suivi une intervention du directeur de recherche de Toyota au Japon, il y a quelques années, Toyota, le directeur de recherche expliquait que, en vieillissant, les seniors, nous allons prendre des véhicules plutôt autonomes, et ensuite on prendra des exosquelettes lorsqu'on n'arrivera plus à se mouvoir correctement, même plus à aller descendre pour conduire une voiture. Donc en fait, il y a les voitures traditionnelles, les voitures autonomes, et après il y aura les exosquelettes ou les moyens de pouvoir se mouvoir qui vont progressivement s'améliorer. Le fait de passer d'une voiture normale à une voiture autonome, là il n'y a pas très peu de changement d'usage, donc il y a un historique
de l'usage de la voiture. Par contre, le fait de changer d'une voiture autonome à un exosquelette, là, il y a un changement d'usage. Donc là, ça sera plus difficile. Donc également, est-ce que votre innovation, votre sujet est sur une base déjà connue historiquement ou pas connue? Est-ce que c'est un nouvel usage? Et ça sera plus difficile également. Autre point que je voulais également aborder, c'est est-ce que c'est un produit de nécessité, on doit l'acheter, on doit le mettre en place. Donc là, il y a des problèmes. Là, dans la santé, dans l'aménagement du domicile, une partie de l'aménagement du domicile, là on est plutôt dans la nécessité. Tout ce qui est, par exemple, j'arrive à la retraite, j'ai une pension qui est plus faible que je le pensais, j'ai la nécessité de prendre un complément de revenu, par exemple. Ou alors j'ai 56 ans, je reçois ma feuille avec mon premier niveau premier chiffre de pension de retraite, c'est plus bas, là je suis dans l'obligation de prendre des produits complémentaires d'assurance ou des produits de financement ou d'investissement pour pouvoir compléter plus tard la retraite ou améliorer la retraite. Donc là on est dans la nécessité. Et ensuite, il y a des produits qui sont liés à la volonté, au confort, au bien-être, à la volonté, qui sont plus sur le design, qui sont plus dans la mode et qui sont plus ou moins importants. Là également, ce point-là est important à prendre en compte. On aura tendance à dire que sur les produits de nécessité qui sont connus, le côté innovant ne sera pas forcément le plus important si on ne va pas rassurer la personne. Par contre, effectivement, lorsqu'on est dans la volonté, et généralement on est aussi chez les plus jeunes, et les baby boomers sont friands d'innovation, là, effectivement, on va pouvoir plus facilement innovant. L'Apple Watch, par exemple, il y a eu les early adopters, mais aussi les baby boomers qui pouvaient se payer ce type de montre au début, et ça sera pareil, à mon avis, pour les véhicules autonomes. Autre point à prendre en compte, c'est qui achète votre produit et qui l'utilise. Tout à l'heure, je vous disais, par exemple, si je suis un aidant et j'organise l'aide ménagère, l'auxiliaire de vie pour une personne âgée ou pour ma maman qui peut être âgée. Là, c'est moi qui vais, entre guillemets, aider ou décider, dans certains cas de figure, d'accord? C'est pas toujours vrai, il peut y avoir les deux qui décident, on va dire, donc il va falloir décider qui décide et qui va consommer, vous voyez. Et là, en fait, il va falloir faire de la co-création avec les seniors. On peut, vous voyez, par exemple, si on prend un produit, il peut arriver que l'on va cibler les baby boomers avec un produit très innovant pour le commercialiser ou le prescrire aux parents plus âgés. Le baby boomer qui, lui, sera plus friand d'innovation va être peut-être plus séduit par les produits innovants. Par exemple, il va pouvoir proposer plus facilement la téléassistance mobile à son parent âgé parce que lui, en fait, il utilise un téléphone mobile déjà, donc il y aura déjà l'historique et puis les usages. Et par contre, ça peut être refusé par les plus âgés. Les plus âgés vont vouloir peut-être moins d'innovation. Et donc, il y a cette balance à voir également. Il y a les moments de rupture de vie. Il y a des moments de la dépendance, départ de notre dernier enfant, on reçoit son premier relevé pour le pension de sa retraite, le départ à la retraite, etc. Donc ça, c'est des moments qui sont importants. Dans le quart d'heure qui suit, je vais aborder d'autres éléments. Moi, je pense que lorsque je vois un produit trop innovant pour les seniors, j'ai toujours un doute. Alors, il y a des exceptions, hein, mais j'ai toujours un doute sur la vitesse d'acceptation. Donc, bien évidemment, ça dépend de votre objectif. Bien évidemment, ça va dépendre de combien vous voulez en vendre d'innovation. Mais quand le produit est trop innovant, on s'aperçoit qu'effectivement, il va y avoir les early adopters, et après, il y a une courbe. Donc, nous, on a des courbes de progression des ventes de produit par produit ou de secteur par secteur, plus ou moins précises, parce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas encore été étudiés sur les seniors. Donc, en fait, on voit à peu près, on comprend en combien de temps le produit va se développer. Quand j'avais écrit en 2014 que les technologies liées à la gérontechnologie ne se développeraient pas avant 2022, même si je pensais en plus 2027, il y a des raisons. C'est qu'en fait, on avait des courbes, on avait des degrés d'acceptation de la génération, dont je vais parler après, qui pouvaient factuellement, ça ne pouvait pas fonctionner. Si on était un peu rationnel, ça ne pouvait pas, bien sûr, se développer. Donc, à la base, les innovations qui fonctionnent le mieux sont celles qui sont basées sur les fondamentaux.
Par exemple, tout ce qui est résidence service senior, c'est les fondamentaux, même s'il y a des innovations dans l'architecture, dans le design, dans le positionnement, ça je comprends. Mais à la base, c'est des fondamentaux. Les seniors savent ce que c'est qu'une résidence service senior. La colocation entre seniors, par exemple, le co-living, c'est aussi des sujets qui sont basés sur des fondamentaux. C'est des logements, c'est des chambres, c'est un logement partagé, on comprend ce que c'est. Voilà. Par contre, lorsqu'on fait des produits téléassistance par capteur, par actimétrie, par exemple, là, c'est moins sur les fondamentaux, puisqu'en fait, c'est un usage totalement différent et nouveau pour les seniors. Vous avez des générations qui sont plus ou moins sensibles et des typologies d'individus qui sont plus ou moins sensibles aux innovations. Donc, grosso modo, mais il y a des exceptions bien évidemment, mais pour vous donner l'idée, c'est les baby-boomers sont plus friands d'innovation. Donc attention lorsqu'ils conseillent un produit à leurs parents. Voyez, pour eux c'est bon, mais pour leurs parents, il faut faire attention. Le produit pourrait être acheté et leurs parents ont refusé l'utilisation. Et il y a des typologies d'individus ou de personnes qui sont plus friands d'innovation, par exemple les CSP+, et plutôt le milieu urbain. On l'a vu, quand Internet s'est lancé, c'est d'abord les seniors CSP+, les baby-boomers, les plus jeunes seniors, et aussi en milieu urbain, qui s'est mis le plus facilement à Internet. Il y a un autre élément qui est très important, c'est le time to market par rapport à la génération. Moi, le conseil que je donne, c'est de développer des produits et des services et des innovations qui soient basées déjà sur les usages déjà acquis de la génération en question. C'est en fait vouloir proposer de l'actimétrie, des capteurs, des technologies métiers à domicile, à des seniors plus âgés qui n'ont jamais utilisé un smartphone, jamais utilisé un ordinateur, qui n'ont pas été friands de ce type de technologie, les usages n'étaient pas acquis. C'était une des raisons pour lesquelles j'avais dit 2022-2027. Et c'est lorsque les baby-boomers, le facteur générationnel baby-boomers, qui sont plus friands, plus coutumiers de la technologie, qui vont plus facilement comprendre qu'on peut, avec des capteurs, mesurer et les protéger. Mais ces baby-boomers ont 77 ans. Ils ne sont pas encore dans l'âge de prendre une téléassistance de ce type de produit. Ça sera seulement dans 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et donc en fait, il y a voir si l'usage, si votre innovation est basée sur un usage qui est déjà acquis par la génération. Ensuite, c'est ce que nous avons fait à Berlin, puisque certains le savent, nous avons une résidence service senior. On l'a créé avec on l'a créé avec des seniors, qu'on crée entièrement avec des seniors, mais avec deux groupes de seniors. On a déjà défini, mais je ne vous conseille pas forcément ça dans tous les cas de figure, on a déjà défini le profil de personnes que nous voulions dans la résidence service senior. Et ensuite, on a trouvé des personnes, on a monté deux groupes de 10 personnes. Un groupe de 10 personnes qui ont l'âge actuel d'être en résidence service senior, donc plus de 75 ans. Et on a développé un autre groupe qui est à 65 ans, de façon à ce que la résidence service senior ait le maximum de chances de les intéresser quand eux vont vieillir. Donc, c'est là que je vais vous dire, c'est que le temps de développer certaines innovations, et certains ont mis du temps à développer des innovations, ils l'ont développé avec une génération, et le temps qu'elles soient mises sur le marché, hop, la génération a vieilli, et ils sont en phase d'une nouvelle génération, et cette nouvelle génération a des codes différents, a des valeurs différentes, a des usages différents, et le produit qu'ils avaient développé avec la génération présente ne correspond plus à la génération suivante. Donc il faut, à mon avis, vérifier que, sauf si vous voulez faire du one-shot, d'accord, faire grossir votre projet et après le revendre, et puis tant pis pour celui qui va acheter votre projet, votre entreprise. Sinon, si vous voulez durer, si vous voulez que votre innovation dure, en fait, ou votre produit dure, il faut le co-créer avec des seniors qui sont en usage actuel, et ensuite le co-créer avec des usages des seniors, vos futurs clients dans les prochaines années. À Berlin, en fait, ça a eu des influences sur l'architecture. Par exemple, les plus jeunes nous disaient, écoutez, on veut une entrée plus discrète, en fait, et on ne veut pas rentrer tout le temps devant la personne qui est à l'accueil. Les plus âgés trouvaient la personne à l'accueil comme étant rassurant, et les plus jeunes la trouvaient comme étant un maton, quelqu'un qui surveille la résidence. Donc on a créé deux entrées, une entrée principale et une entrée plus discrète pour ceux qui habitent la résidence. Autre point important, c'est comprendre la vague des baby-boomers. Donc là, vous trouverez d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est que le marché des seniors est intéressant, lié au vieillissement démographique, lié à l'augmentation, et encore, c'est en train de se stagner, l'augmentation de l'espérance de vie, mais surtout est lié à la vague du baby-boom. C'est la vague du baby-boom, c'est ceux qui sont nés en 46. Et c'est cette vague qui progresse, et actuellement ils ont 67
77, 78 ans, c'est cette vague-là qui progresse. Donc si vous faites un produit qui correspond à des gens qui ont en moyenne, même si l'âge n'est pas forcément un critère, qui ont en moyenne 80 ans, bah vous voyez très bien que la vague n'est pas encore arrivée. Votre innovation doit également éviter le ghetto. Alors, éviter le ghetto, c'est développer une innovation qui soit trop ciblée senior. C'est en fait, il y a une marque d'appareils ménagers, même une autre américaine, qui a étudié une gamme d'appareils ménagers pour les seniors. Et une agence américaine a travaillé sur ces sujets en question. D'un côté, on fait des produits très ghetto senior, et de l'autre côté, on fait des produits pour toutes les générations. Et entre les deux, il y a le côté... on fait des produits pour les seniors, on fait comprendre que c'est pour les seniors, mais sans aller trop vers les seniors, que ce soit également utilisé par les autres générations. Je prends un autre exemple. La marque OXO, les ustensiles de cuisine simple d'utilisation, à l'origine, le fondateur avait développé ces produits en constatant que sa femme était atteinte d'arthrose et d'arthrite. Et il avait développé des produits de façon à ce qu'une personne qui était atteinte d'arthrose et d'arthrite puisse continuer à faire à manger. Et au début, les produits étaient très clairement destinés aux personnes très âgées atteintes d'arthrite. Et maintenant, c'est plus ça du tout. Maintenant, c'est des produits qui sont plutôt haut de gamme, qui sont plutôt faciles d'utilisation, toujours dans le même objectif, tout le monde puisse continuer à faire à manger, mais sans aller jusqu'à être ghetto. Vous voyez, donc en fait, il y a ce positionnement-là. On peut démarrer d'un produit senior, l'élargir un peu plus au niveau de positionnement, et le fin du fin, c'est lorsque vous designez un produit où vous faites comprendre à la personne que c'est pour elle, sans que son cerveau fasse « c'est pour elle parce que je suis âgé ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour moi, je comprends, sans que ce soit pour les personnes les plus âgées. Et c'est comme ça qu'OXO a réussi, entre autres, parce qu'il y a des familles qui sont fières, des personnes âgées qui sont fières de montrer leurs ustensiles OXO, parce que c'est design, parce que c'est moderne, et que ce n'est plus uniquement rattaché dans l'imaginaire des personnes au fait d'être plus âgé, alors qu'à l'origine, ça avait été développé pour cela. Autre point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations en Europe, et même dans d'autres pays que l'on rencontre, que je rencontre, en Allemagne notamment, en Grande-Bretagne, et puis également en France. En fait, c'est des innovations qui ont été créées sans prendre en compte, ou sans prendre suffisamment en compte les prescripteurs et les distributeurs. Quand on est sur les seniors, on va prendre les seniors, vous avez plusieurs canaux de distribution, vous pouvez les pharmacies, vous pouvez les commerces, vous pouvez bien sûr Internet, vous pouvez je sais pas, les marchés, vous pouvez les départements qui vont proposer ces produits-là par appel d'offres aux seniors, vous pouvez les services à domicile qui peuvent proposer des produits. Si vous regardez une vidéo de Didier Château dans le Grand Entretien, mon émission Le Grand Entretien, qui dirige le réseau Général de Service, il vous explique les innovations qu'il va pouvoir proposer. Donc lui, il est en contact des seniors, il peut proposer d'autres innovations, il peut vendre d'autres innovations. Ces prescripteurs, ces distributeurs, en fait, chacun a leur propre logique. Et ils ont aussi leurs critères d'importance. Si vous voulez commercialiser votre produit, votre innovation sur la Silver Economy dans les pharmacies, il faut que les pharmaciens soient d'accord pour le commercialiser. Donc il faut que votre produit et votre manière, surtout de la manière avec laquelle il est vendu, surtout ça, il faut qu'il corresponde à ce que les pharmaciens veulent, parce qu'ils ont autre chose à faire que vendre de produits, ils sont saturés par les médicaments notamment en période de Covid. Mais ensuite, il faut aussi que les grossistes, comme les coopers par exemple, qui proposent les produits et les services dans les pharmacies, soient également intéressés pour le proposer aux pharmacies. Si ça bloque dans un cas ou dans l'autre, vous aurez zéro vente, enfin vous ne pourrez même pas vendre dans le deuxième cas. Dans ce cas-là, moi, l'idée, c'est d'intégrer dans la co-création, ou très en amont dans votre processus de création, les distributeurs potentiels. Si on veut faire un produit des lunettes connectées par exemple, qui soient, donc c'est des lunettes qui, on va dire, ils ont plusieurs options, mais il y a plusieurs intérêts, mais notamment lorsqu'une personne âgée chute, la lunette va déclencher un plateau de téléassistance ou une assistance. Ce type de lunettes, ça peut être intéressant, mais il faut que ça corresponde à ce qui est important pour le téléassisteur, pour que le téléassistance accepte de brancher ce système sur son plateau et accepte de revendre ces systèmes en question. On voit bien que là, si on ne prend pas en compte en amont les attentes des téléassisteurs, et je connais des exemples, on voit que les lunettes connectées n'ont pratiquement aucune chance d'être commercialisées, parce qu'on n'a pas pris en compte
la vie des distributeurs. Et lorsque les produits innovants sont créés, et que le revendeur dit mais moi ça je ne sais pas le vendre, ou j'ai pas intérêt de le vendre, parce que certains ont développé des innovations où ils arrivent à se mettre à dos tous les acteurs de la silver economy, sans le faire exprès, mais ils se sont mis à dos tous les acteurs de la silver economy qui n'ont pas intérêt à revendre leur innovation. C'est dommage ça. Alors qu'on pouvait faire une innovation dans le service, dans la communication, la manière de concevoir ou d'adapter l'innovation de façon à ce que ça soit accepté par la majorité au niveau de la vente sur le marché des seniors. Autre point que je regarde lorsque l'on assiste une entreprise pour créer une innovation, c'est qu'on va réfléchir, vous voyez, dans le côté, on va dire, converger, on va réfléchir sur les facteurs explicatifs d'achat. Qu'est-ce qui explique l'achat d'un produit ou d'un service? C'est très important ce sujet. C'est comprendre comment est-ce que mon innovation va être achetée, à quel moment, où est-ce qu'elle va être achetée, mais pourquoi elle va être achetée, quels sont les facteurs explicatifs, qu'est-ce qui déclenche les achats. Et des fois, on s'aperçoit que des innovations sont conçues de manière telle qu'elles se heurtent aux facteurs explicatifs d'achat. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, on ne pouvait pas tout dire. Bien évidemment, je finirai par la méthode, le processus, la méthode d'innovation. Savez-vous déjà qu'il y a des études qui montrent, notamment l'étude d'Harvard, qui montrent qu'une entreprise qui innove, en moyenne, récupère 5% du chiffre d'affaires global qui sera généré par son innovation. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'en fait, les autres sont les concurrents. Donc bien sûr, il y a des exceptions, mais les autres sont les concurrents qui vont se tailler la part de lion. Donc on voit dans un classique, dans les smartphones, iPhone a été en tête. Maintenant, ils n'ont pas 80% du marché. Ils n'ont pas 5%, ils ont plus que 5%, mais ils n'ont pas 80% du marché. Les autres vont copier, et même si vous avez un brevet, moi je travaillais avant sur les seniors chez 3D Systems, 3D Systems qui est le leader mondial de l'impression 3 dimensions, il y avait des brevets, ça n'a pas empêché des concurrents de se développer, et après il y a eu des procès, et les concurrents ont soit été rachetés peut-être par certains ou par 3D Systems, soit existent toujours, même s'il y a eu des dommages et intérêts, les concurrents ont réussi à se développer face à 3D Systems. Et ensuite, les méthodologies. Donc, nous, on utilise également des méthodologies diverses, notamment le design thinking. Par contre, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans les méthodologies. Je me souviens d'avoir accompagné un client qui me dit, tiens, on a mandaté des designers dans notre processus d'innovation sur les seniors. Et là, j'ai cru halluciner. En fait, donc moi, je participais simplement, entre guillemets, simplement aux ateliers les deux premières réunions d'organisation de la méthodologie qu'ils proposaient. Donc, c'était des designers, en plus des designers qui sont assez connus dans la recherche, et puis des designers applicatifs. Donc, voilà. Et la méthodologie qu'ils nous ont proposée, voilà, moi, j'ai cru tomber des nues. En fait, je ne voyais pas la logique. Enfin, pour moi, c'était ni fait ni à faire. Et ce client, en fait, on repart de cette réunion, on part ensemble, et dans la voiture, il me dit, mais attends, moi j'ai un problème, je ne vois pas du tout où ça va aller, ça ne peut pas fonctionner, ce qu'ils nous ont proposé, ça ne peut pas fonctionner. Il y avait une notion du hasard, il y avait une notion de pas assez de personnes seniors pour la co-création, j'en parle pas, mais il faut co-créer avec les seniors. Donc, il faut co-créer l'innovation avec les seniors, il faut faire intervenir les seniors assez rapidement, mais ça c'est une évidence, tout le monde le dit. Et donc, on voyait bien que cette méthodologie était peut-être adaptée, mais pas forcément à son cas en question. Donc, toutes les méthodologies, ceux qui vous disent que le design thinking est adapté dans toutes les situations, moi, quand quelqu'un me dit ça, je prends du recul, parce qu'en fait, chaque méthodologie a ses limites, a ses avantages et ses limites. Et bien sûr, il faut savoir jongler avec ça. Alors, que pouvons-nous faire pour vous et avec vous ? Soit, bien sûr, nous pouvons vous accompagner dans l'ensemble de votre processus d'innovation. Donc, soit on le fait avec les équipes internes, soit dans certains sujets un peu précis, il n'y a aucun problème. On travaille avec d'autres partenaires, souvent des designers qui ont une spécialisation. Si on travaille par exemple dans les EHPAD, il y a des designers qui ont une spécialisation sur les EHPAD. Si on travaille dans la tourisme, il y en a qui sont dans le tourisme, c'est l'innovation de service, ça sera des designers qui seront spécialisés. Et nous, on va entre guillemets encadrer tout le processus, mais on va les intégrer avec vous. Vous pouvez également nous faire participer à votre processus d'innovation. Encore récemment, il y a un grand groupe alimentaire qui faisait mener par une processus d'innovation par un designer, une agence de design, et il voulait quelqu'un qui ait du recul sur les seniors pour à la fois donner des idées, le côté divergent, et ensuite à la fin le côté convergent, un petit peu remettre les pieds sur terre. Une fois qu'on a divergé, on remet un petit peu les pieds sur terre sur ce qui est possible, pas possible. Et donc ils m'ont demandé, et on fait très souvent, même
partenaire à Berlin, fait pareil, on participe à des séances d'innovation menées par d'autres, il n'y a aucun problème. Bien sûr, ça dépend des situations, mais généralement, il n'y a aucun problème. Autre situation dans laquelle nous pouvons vous aider, c'est que votre innovation est bloquée, elle ne se vend pas au niveau que vous le vouliez. Généralement, c'est parce qu'il y a un problème de cohérence par rapport à ce qui est important pour vous ou par rapport à ce qui est important au senior. Et c'est généralement entre le divergent et le convergent qu'il y a un point de blocage ou des points de blocage. Avec l'expérience, vous pouvez me demander un avis, nous demander des avis, et on peut également faire une mission pour essayer de débloquer votre innovation. On peut à ce moment-là intégrer d'autres acteurs, intégrer des distributeurs, voir comment votre innovation peut s'intégrer à d'autres distributeurs. Donc des fois c'est l'innovation, le produit en tant que tel, le service, des fois c'est le côté commercialisation, communication qui ne fonctionne pas. Donc on peut bien sûr travailler sur ce sujet en question. Si vous voulez aller plus loin avec nous ou avec moi, vous pouvez bien sûr bénéficier d'un échange d'une heure de coaching stratégique, en tout cas d'échange gratuit sur votre sujet, c'est gratuit, c'est non commercial. Et nous ferons un plaisir, soit moi-même, soit mes consultants, soit mes partenaires, d'échanger avec vous sur votre sujet, de façon à vous donner les premières pistes sur lesquelles vous pourriez réfléchir, bien évidemment. Pour cela, vous pouvez nous contacter à serrierfrédéric@gmail.com, serrierfrédéric@gmail.com. Et pour ceux qui suivent cette émission le 10 février 2022, vous êtes invités à suivre la suite de ce webinaire, de cette émission, et en rentrer dans le webinaire qui sera sous Zoom et en live. Et pour cela, vous tapez frédéricserrière.com/QA comme Questions and Answers, Frédéric Serrière/QA, et on se retrouve tout de suite dans le webinaire pour répondre à vos questions et réponses et pour échanger ensemble sur le sujet de l'innovation et les seniors. Si vous ne regardez pas cette vidéo le 10 février 2022, bien évidemment, vous pouvez nous contacter à serrierfrédéric@gmail.com, serrierfrédéric@gmail.com, et nous serons heureux d'échanger avec vous sur votre sujet. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt.